grossesse, voilà. Alors effectivement, la problématique de la grossesse est une problématique qui est importante, hein, parce que on en a parlé ce matin. L'aplasie médulaire et l'HPN touchent souvent des patients jeunes. Donc, c'est des questions qui vont être souvent importantes et récurrentes pour les patients dans leur vie. Et pour lequel il est important de savoir un peu où on en est. Alors, il faut savoir que la première aplasie médulaire qui a été décrite à la fin du 19e siècle était une aplasie médulaire chez une femme enceinte. Donc, la question du lien entre grossesse et aplasie médulaire est une question qui se pose depuis très longtemps. On a décrit des rémissions fréquentes pendant la période du postpartum. Donc, le postpartum, c'est après l'accouchement, dans les semaines et les mois qui suivent l'accouchement. Et donc, il y a une vraie question sur le lien de causalité entre grossesse et aplasie. Il y a plusieurs études qui ont essayé de répondre à cette question. Donc là, je vous en ai cité une qui date de la fin du XXe siècle, qui concernait 124 patients avec des aplasies médulaires sévères et dont 35 femmes en âge de procréer au moment du diagnostic d'aplasie médulaire. Et sur cette population, il y avait 2 aplasies qui chronologiquement étaient imputables à la grossesse. Ce qui faisait qu'on était à entre 3 et 6% de grossesse observée dans ce contexte, et ce n'était pas différent de la population générale. Et en France, il y avait une étude à peu près à la même période qui disait exactement la même chose, c'est que finalement, chronologiquement, il n'y avait pas de raison de penser que, d'un point de vue épidémiologique, la grossesse soit une cause d'aplasie. Après, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même quelques cas de patientes qui ont eu de façon récurrente des aplasies qui sont survenues en général au 2e trimestre de grossesse et qui sont résolues de façon complète au décours de la grossesse et qui ont pu récidiver aux grossesses suivantes. Donc vraiment des aplasies liées à la grossesse, mais c'est extrêmement rare. Donc, c'est possible, mais en tout cas, ce n'est pas l'immense majorité des patientes et ce ne sera pas la majorité des patientes chez qui l'aplasie va se révéler au cours de la grossesse. Par contre, on sait que, je vais vous le montrer après, qu'il y a une aggravation des cytopénies, donc anémie, baisse des plaquettes en particulier au cours de la grossesse, et que ça va probablement favoriser les diagnostics au cours de cette période, d'autant que pendant la grossesse, de façon assez systématique, on fait des prises de sang aux femmes. Et quand vous demandez aux femmes si elles ont des prises de sang antérieures, souvent, c'est des prises de sang pendant les grossesses. Donc, tout ça fait qu'on va avoir tendance à plus diagnostiquer les aplasies médulaires au cours des grossesses. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de cas, même si ça reste extrêmement rare, d'aplasie qui semblent liées à la grossesse, mais c'est très rare. Ce qui est par contre très fréquent et qu'on retrouve dans à peu près toutes les études. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'études sur aplasie et grossesse, mais celle-là, elle date du début des années 2000. C'est une étude européenne où ils se sont intéressés aux grossesses de patientes dont on savait qu'elles avaient une aplasie médulaire avant leur grossesse, qu'elles avaient été traitées par séromentylymphocytaire cyclosporine avant la grossesse. Et donc, ils ont regardé comment s'étaient déroulées ces grossesses. Et donc, ce que vous voyez, ça, c'est l'évolution du taux d'hémoglobine au cours de la grossesse, donc qui diminue dès le 1er trimestre et ça s'aggrave jusqu'à la fin du 3e trimestre. Et puis, par contre, il y a une remontée significative dans le postpartum. C'est pareil pour les plaquettes. Par contre, vous voyez, pour les neutraux, c'est visiblement pas le cas, voire c'est peut-être un petit peu plus élevé. Alors, on sait classiquement qu'au 3e trimestre de la grossesse, chez n'importe quelle femme, l'hémoglobine baisse pour des raisons, on va dire, de volume plasmatique. Mais là, clairement, c'est beaucoup plus précoce et c'est beaucoup plus marqué, puisque c'est beaucoup plus marqué. Donc, il y a clairement un effet de la grossesse sur les cytopénies qui fait que ça a tendance à s'aggraver au cours de la grossesse. Ça, c'est une plus petite étude chez des patientes qui ont des aplasies médulaires constitutionnelles, donc génétiques. Et là, vous voyez que de la même façon, pendant la grossesse, il y a un certain nombre de patientes qui vont avoir une augmentation importante de leurs besoins transfusionnels. Donc, c'est le cas pour les aplasies médulaires immunologiques, mais c'est aussi le cas pour les aplasies médulaires constitutionnelles.
Donc, si on regarde un petit peu ce qui s'est déroulé chez ces patientes qui avaient déjà des aplasies médulaires et qui ont eu des grossesses dans le cours de leur suivi, vous voyez qu'il y a 36 patientes qui ont eu, sur ces 36 patientes, il y en a 14 qui ont eu des complications, enfin 36 grossesses, en fait, il y en a, première grossesse, il y en a 14 qui ont eu des complications liées au cours de cette grossesse. Pour un tiers, c'était uniquement une aggravation de la thrombopénie, donc de la baisse des plaquettes, et toutes ont récupéré à l'issue du postpartum. Il y en a un peu plus d'un tiers, à peu près 50% de ces grossesses compliquées, qui ont eu une rechute de l'aplasie médulaire complète, donc 3 lignées au cours de la grossesse, et la moitié à peu près, ça s'est résolu spontanément à l'issue de la grossesse, mais l'autre moitié a eu besoin d'un nouveau traitement parce qu'il n'y avait pas eu d'amélioration. On se laisse en général un délai d'à peu près 6 semaines pour voir si ça s'améliore spontanément, et là, il n'y avait pas eu du tout d'amélioration, donc elles ont eu besoin d'un nouveau traitement, et il y en a certaines qui ont répondu à ce nouveau traitement, et malheureusement, il y a une patiente qui est décédée d'un échec complet du traitement. Et puis, vous voyez qu'il y a eu d'autres complications qui n'étaient pas des aplasies, mais notamment des complications thrombotiques dans le cadre de l'HPN. Dans ce contexte, c'est une étude ancienne, et autres complications hémorragiques qui ont pu survenir au décours et être responsables de complications sévères. Donc, l'aplasie médulaire, enfin, la grossesse, quand on a une aplasie médulaire, c'est quelque chose qui peut entraîner une majoration des cytopénies, mais qui peut entraîner aussi une récidive de l'aplasie. Et malheureusement, toutes ne vont pas spontanément récupérer au décours de la grossesse. Donc, c'est des situations quand même à haut risque, avec des besoins transfusionnels augmentés, avec en cas de rechute à peu près 50% des patientes qui vont nécessiter un nouveau traitement. Puis on sait que c'est des périodes, notamment le postpartum est une période à haut risque. Les césariennes sont plus fréquentes et on a des complications parfois aussi du fait des cytopénies ou du fait de chez l'enfant. Donc, ces complications, globalement, elles sont corrélées à la sévérité des cytopénies, donc de l'anémie et de la thrombopénie en particulier avant la grossesse. Chez la maman, parce que ça peut favoriser les complications hémorragiques et infectieuses. Et puis, chez l'enfant, on sait qu'il y a des retards de croissance intra-utérin, donc des bébés de petits poids qui ne grossissent pas suffisamment, un taux de prématurité qui est important et des pertes fétales qui sont plus fréquentes au cours des grossesses. C'est pour ça que, d'une part, on insiste sur l'importance de discuter en fonction, au cas par cas, pour chaque patiente, avant de débuter une grossesse, d'en parler avec son médecin pour évaluer au cas par cas, parce qu'encore une fois, on ne peut pas faire de généralité, mais d'évaluer le risque pour la maman et pour la grossesse, pour l'enfant. C'est extrêmement important de maintenir des seuils transfusionnels pour limiter les complications, à la fois l'hémoglobine, parce que pendant toute la vie fétale, c'est l'hémoglobine de la maman qui oxygène le bébé, donc c'est important qu'elles aient une hémoglobine suffisamment élevée et des plaquettes qui restent aussi suffisamment élevées pour qu'il n'y ait pas de complications, d'hémorragie au niveau du placenta, de choses comme ça. Et c'est important que ces patientes soient prises en charge dans des maternités de niveau 3 qui soient capables de pouvoir gérer des complications plus fréquentes et avoir une surveillance beaucoup plus accrue de la mère et du bébé. Donc, voilà, c'est vraiment important d'en discuter au cas par cas et d'évaluer pour chaque patiente la balance bénéfice-risque et le suivi individuel à mettre en place. Je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus, c'est passé. Voilà. Pour ce qui est de l'HPN, ce que je vous disais, c'est que les femmes atteintes d'un HPN sont des femmes jeunes et souvent elles ont un désir de grossesse, donc c'est une problématique qui est assez fréquente. On sait qu'avant l'éculizumab… Ça les a oubliés, bravo Charles, tu vois hein.
avant l'éculizumab, on considérait que chez les patientes qui avaient une HPN hémolytique active, une grossesse était un risque de complications absolument majeur. Des risques à la fois pour le fœtus, puisque vous voyez qu'il y avait une prématurité dans 30% des cas, un risque de retard de croissance intra-utérine dans plus de 50% des cas, des pertes fétales extrêmement fréquentes et beaucoup de césariennes, donc des complications pour le bébé, et puis aussi pour la mère, puisqu'on voyait que ces patientes avaient besoin de transfusion dans les 3/4 des cas, des plaquettes dans 80% des cas, et qu'on avait, donc ça c'est plutôt lié entre autres à l'aplasie, mais aussi des complications au moment surtout de l'accouchement, avec une mortalité maternelle qui était évaluée à près de 10%. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup contre-indiqué la grossesse chez ces patientes jusqu'alors, du fait du risque, notamment pour la mère. Et depuis, on a pu, grâce à l'éculizumab, évaluer ce qui se passait sous éculizumab, puisqu'on sait que ça améliore la survie de façon générale des patients traités. Et ce qu'on a pu voir sur cette étude, qui était une étude internationale, hein, que sur 75 grossesses, chez 61 patientes, on avait une mortalité maternelle qui était égale à 0. Donc ces patientes recevaient de l'éculizumab pendant toute leur grossesse et une anticoagulation préventive, au moins pendant la fin de la grossesse, puisqu'on a vu qu'il y avait un risque de thrombose, donc de caillot, qui était extrêmement important au moment de l'accouchement et dans le postpartum. Il y a quand même eu chez ces patientes 3% de thrombose du postpartum, donc une phlébite et une thrombose plus sévère qui est une thrombose digestive, et il y a quand même 10 patientes qui ont eu des complications hémorragiques. Donc ce n'est pas il n'y a pas zéro risque, mais on a diminué en poursuivant l'éculizumab pendant la grossesse chez ces patientes et en prenant des mesures de prévention en termes de phlébite, on a diminué de façon très significative le risque de complications liées à l'HPN. Voilà. Alors, l'éculizumab, c'était un médicament qui n'avait pas, voilà, comme tous les médicaments chez la femme enceinte, c'est toujours très compliqué. Après, c'est un anticorps monoclonal, donc on avait entre guillemets, une certaine assurance en termes de risque de complications. Mais ce qu'on a pu voir avec les études de suivi, de pharmacovigilance, c'est que ce soit pour la grossesse ou pour l'allaitement, il n'y avait pas de surrisque de complications, en particulier de tératogénicité. Donc la tératogénicité, c'est la capacité à induire des malformations. Et que l'allaitement ne posait pas de problème non plus. Donc globalement, ces données sont très rassurantes. Donc c'est pareil pour l'HPN. On sait que toute patiente qui a un HPN a une aplasie médulaire, même si elle n'est pas parlante. Donc, on sait qu'il y a un risque de complications, en particulier de cytopénie et de besoins transfusionnels. Mais pour tout ce qui est de risques liés à l'HPN lui-même, on a quand même l'impression que l'éculizumab, pour ça, permet de réduire de façon extrêmement significative ce risque qui était absolument majeur auparavant. Donc, à l'heure actuelle, on a tendance à débuter, s'il y a des patientes qui ont des clones de taille significative, hein, c'est au-delà de, après, les choses évolueront encore au cours du temps, mais à l'heure actuelle, c'est vrai qu'au-delà de 15%, 20%, on a tendance à débuter de façon systématique l'éculizumab, même si les patientes n'en recevaient pas avant la grossesse, et à mettre en place une prophylaxie anti-par-HBPM qui, pour le coup, est quelque chose d'assez simple et qui n'a pas d'imputabilité. Ce qui est compliqué avec l'éculizumab, c'est qu'une fois qu'on le commence, on ne l'arrête plus. Donc effectivement, c'est une décision qui n'est pas anodine dans la vie de quelqu'un de débuter ce traitement. Donc, à l'heure actuelle, on commence en dessous de 15%, au-dessus de 15%, parce qu'on sait qu'il y a un risque un petit peu plus important de complications à partir de ce seuil. Et en dessous de ce seuil, ce qu'on a tendance à faire, c'est de recommander de vacciner les patientes en prévention au cas où il y ait le moindre problème pour pouvoir débuter en urgence le traitement s'il y avait une complication. Mais par expérience, la plupart des patientes qui ont des petits clones font très peu de complications.
Donc, pour résumer, donc, sous les patientes HPN, on peut estimer qu'il y a un risque malgré tout lié à l'aplasie, que le risque lié à l'HPN, quand le clone est significatif, justifie de débuter de l'éculizumab pour prévenir en particulier les risques de thrombose et de complications materno-fétales. La posologie est augmentée à la troisième trimestre pour des raisons aussi de volume de distribution plasmatique. Et voilà. Et puis, en général, si la dernière injection est trop loin du moment de l'accouchement, on fait une nouvelle injection juste avant pour limiter encore plus le risque de complications. Et encore une fois, c'est très important d'en discuter à l'avance, d'anticiper les choses et d'évaluer au cas par cas ces risques avec chaque patient, parce qu'on ne peut pas faire de généralité en termes de prédiction de complications.